Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Florent Martin Barreto, je suis le directeur du Centre de recherche en droit, technologie et société à l'Université d'Ottawa et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui en si grand nombre pour cette conférence virtuelle organisée avec mon collègue, le professeur Vincent Gautré, du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, ainsi que plusieurs collègues à travers le Québec, notamment le laboratoire de cyberjustice, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique à l'Université Laval, la chaire Wilson du professeur Gautré, la chaire Lexum, la chaire de recherche en IA responsable à l'échelle mondiale, et également ma chaire de recherche de l'université en technologie et société. Et ce qui nous réunit aujourd'hui très rapidement, c'est il y a 2 semaines, comme vous le savez, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, le ministre Baines, a présenté une réforme très attendue de la protection de la vie privée au niveau fédéral dans le secteur privé. Donc le fameux projet de loi C11 sous le doux nom de loi édictant la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois. Et aujourd'hui, on vous a réuni avec Vincent un panel d'experts à la pointe des enjeux de vie privée au Canada et à travers le monde pour discuter de cette loi. Vincent. Oui, alors merci beaucoup. C'était un plaisir, Florian, de travailler ensemble. Ça faisait longtemps. Et c'est un vrai plaisir. Merci aussi alors, à tous les intervenants qui ont été cités, mais notamment à l'Obvia qui pilote cette relation Zoom actuelle. Sans plus tarder, en fait, on a pris la décision de ne pas présenter les candidats, les intervenants, pardon, parce que d'une part, ils sont excessivement connus et vous avez tous lu leur CV, et puis surtout, ça prendrait trop de temps. Et du temps, il va en manquer parce que jusqu'à 1 heure, donc pour 1 heure et demie, on a en masse suffisamment de contenu. Alors, sans plus tarder, on va vous proposer l'ordre suivant, en fait. En premier lieu, donc, Pierre Trudel va présenter un point de vue très, très général, très générique, très personnel aussi sur ce qu'il pense de ce projet C11. Ensuite, on demandera à Céline Castet-Renard d'évoquer le point de vue plus de l'individu. Héloïse Gratton, ensuite, parlera plus d'un point de vue de l'entreprise. Et Jennifer Stoddart conclura, si je puis dire, avec le rôle des instances de contrôle dans ce projet-là. On leur a volontairement demandé de parler très rapidement pendant une dizaine de minutes. Et donc, ça devrait laisser pas mal de temps à cette auguste assemblée de actuellement 124 personnes, on est très fiers de ça aussi, de poser des questions, donc questions que vous pourrez poser via la formule conversée, et Florian et moi, ça nous fera plaisir peut-être de transmettre aux intervenants les dites questions. Merci encore à toutes et à tous d'être là. Merci encore aux 4 intervenants là, qui ont répondu si rapidement. Merci Florian, et c'est sûr qu'on va en refaire d'autres, notamment sur ce sujet-là. Pierre Trudel. Oui, bonjour. Merci Vincent. Merci chers collègues. Heureux évidemment de me retrouver en présence virtuelle de ces collègues dont on s'ennuie en ces temps où tout se passe désormais sur nos écrans. Écoutez, on m'a demandé de faire une sorte de tour d'horizon de ce projet de loi C11. Je vais m'en tenir donc aux grandes lignes, puisqu'évidemment, il y a des personnes sur ce panel infiniment mieux placées que moi pour expliquer de façon rigoureuse les différents tenants et aboutissants des dispositions que comporte cette proposition de loi. Une proposition de loi qui s'inscrit en quelque sorte en continuité avec cette charte numérique que le gouvernement du Canada avait annoncée il y a quelques mois et vraisemblablement dont la mise en œuvre au moyen de textes de loi a été retardée par les événements que l'on sait. Une loi qui vise techniquement à désimbriquer la loi sur la protection des renseignements personnels
d'avec celle dans laquelle elle était imbriquée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la loi sur les documents électroniques, donc qui est essentiellement une loi sur la preuve des documents électroniques. Donc, le projet de loi vise en quelque sorte à faire en sorte qu'au bout de l'opération d'adoption de ce texte législatif, il y aura 2 lois, une concernant les renseignements personnels et une autre qui concerne les documents électroniques et les conditions auxquelles ces documents peuvent être mis en preuve. La loi comporte une affirmation d'objet. On y affirme qu'elle a pour objet d'encadrer la circulation des renseignements personnels qui sont d'entrée de jeu décrits comme étant une ressource essentiellement mobile, intrinsèquement mobile. S'agit-il d'un souci d'assurer en quelque sorte ou d'affirmer le caractère intrinsèquement interprovincial ou international de la ressource que constituent désormais les renseignements personnels. Le fait est cependant qu'on a une affirmation d'objet qui repose essentiellement sur une reconnaissance du caractère fondamentalement mobile de la ressource que constituent les données. Une reconnaissance également qu'une part importante une part importante de l'activité économique repose sur la circulation, l'analyse et l'échange de renseignements personnels, et donc amorce par conséquent probable d'un régime à venir sur la régulation des processus d'analyse et des processus décisionnels qui reposent de plus en plus, comme on le sait, sur les renseignements personnels. Autre caractéristique de la loi, une affirmation de prépondérance. L'article 6 de la loi déclare que cette loi s'applique malgré toute disposition énoncée ou édictée après le 31 décembre 2000. Donc, une certaine prépondérance, à tout le moins pour les textes édictés depuis cette date, donc depuis le début du siècle. Obligation des organisations de mettre en place un programme de gestion des renseignements personnels. Donc, il est vraisemblable qu'une fois cette loi en vigueur, les grandes organisations devront forcément se doter d'un programme de gestion des renseignements personnels qu'ils ont en leur possession et qu'ils utilisent. La loi repose aussi sur des standards d'appréciation, des standards ouverts, comme par exemple le droit de recueillir les renseignements personnels, qui est conditionnel à ce que cela serve une fin qu'une personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances. Et donc, le recours à ce procédé d'énonciation des règles de droit qui repose sur essentiellement l'appréciation des circonstances. Et donc, la plupart du temps, on utilise ce procédé dans les lois pour justement assurer un ancrage avec les contextes spécifiques et infiniment variés dans lesquels s'appliquent ces dispositions. Évidemment, on peut signaler également la persistance du modèle du consentement individuel. La loi reprend cette idée suivant laquelle il est légitime ou il est licite de collecter et d'utiliser des renseignements personnels dans la mesure où on obtient le consentement de l'individu, mais un consentement qui peut toutefois, selon cette loi, se substituer, notamment lorsque certaines conditions sont réunies. Je vais en signaler seulement quelques-unes puisque ce sera sans doute examiné de façon beaucoup plus approfondie. Le droit, par exemple, reconnu à l'article 18 de recueillir des renseignements personnels à l'insu d'une personne, sauf si c'est pour influencer le comportement ou les décisions de l'individu. Il restera à voir de quelle façon on va pouvoir s'assurer de l'effectivité d'une pareille disposition sans disposer des moyens d'investiguer les processus décisionnels des entreprises qui utilisent les données personnelles, généralement non pas pour faire des œuvres charitables, mais pour influencer, justement. L'article 30 qui reconnaît la possibilité d'utiliser à l'insu du sujet des renseignements personnels
si c'est manifestement dans son intérêt. Alors, on peut y voir là un certain avancé dans la mesure où c'est peut-être de nature à nous soulager de ces innombrables et éternelles fenêtres un petit peu devenues dérisoires où il faut cliquer « J'accepte » à chaque coin de web. Reconnaissance également de l'existence de renseignements personnels publics, précisés cependant dans le règlement à venir. Donc, reconnaissance d'une catégorie de renseignements personnels qui aurait donc par conséquent intrinsèquement un caractère public et qui, du coup, serait assujettis à des conditions beaucoup moins strictes que celles qui concernent les renseignements personnels qui par hypothèse, ne seraient pas publics. Obligations de transparence qui se traduisent par l'obligation de rendre disponibles des politiques de gestion des renseignements personnels en un langage clair. Toutefois, il n'y a rien qui semble nous annoncer la fin de ces tapisseries de conditions d'utilisation qui tiennent lieu de mécanismes par lesquels on obtient le consentement. Et donc, voilà, voilà une certaine avancée, à tout le moins, le langage sera clair. Le droit d'accès et de rectification, qui, bien sûr, se trouve additionné d'un droit à l'explication, lorsqu'il est fait recours à un système automatisé de décision. Et donc, là aussi, l'amorce d'un mécanisme de contrôle des processus décisionnels qui reposent sur les données massives. On peut également signaler, j'approche de la fin de mon 10 minutes, je pense, le temps passe vite. On peut signaler les dispositions qui établissent un régime pour les codes de pratique et les programmes de certification, c'est-à-dire des mécanismes qui sont de nature justement à faire en sorte que les organisations de différentes natures, de différentes tailles, seront incitées à non seulement se doter de codes de pratique cohérents et adaptés, mais également pourront renforcer l'effectivité de ces codes par des systèmes ou des programmes de certification. Bien sûr, la portabilité des données fait son apparition dans la législation canadienne, mais vraisemblablement pour permettre en quelque sorte la portabilité d'une organisation à une autre, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle dans la mesure où il est un petit peu naïf de s'imaginer que en invoquant la portabilité des données, on va être bien content, chaque individu que nous sommes, de recevoir les données et puis ensuite on les regarde et on les admire et on les lègue à nos enfants. Donc, il y a sans doute là une certaine sagesse. On peut également signaler l'article 124 qui assure une protection des lanceurs d'alerte lorsque les organisations font l'objet d'incidents de protection des données personnelles. Et on peut imaginer que sans cette protection des lanceurs d'alerte, il y aurait des pressions ou des incitatifs un petit peu très lourds à garder le silence pour certains, en tout cas qui œuvrent au sein des organisations, à garder le silence sur les possibles difficultés ou les possibles incidents de données. On peut également saluer l'amorce d'une mise en place d'actions concertées. En fait, dans le rapport sur l'avenir des communications au Canada, le rapport Yale, dans lequel j'ai été impliqué, on recommandait de mettre en place une action beaucoup plus concertée entre les grands organismes fédéraux pour assurer une meilleure régulation des activités qui reposent sur l'utilisation des données. Et ce que l'on retrouve dans le projet de loi, c'est une amorce. Il y a des dispositions qui permettent au commissaire de la concurrence, au commissaire à la vie privée et au CRTC d'échanger des informations, notamment à des fins de recherche. On aurait pu souhaiter peut-être que ça aille plus loin et que ça puisse déboucher sur des investigations qui mettraient à profit les ressources communes, les ressources de ces différents organismes régulateurs qui œuvrent dans leurs champs respectifs. Mais quand même, il me semble là y avoir une amorce de ce vers quoi il faut sans doute se diriger dans ce monde en réseau. On peut difficilement imaginer qu'un État en silo puisse prétendre réguler
des activités qui de plus en plus se font en réseau. Enfin, je termine en signalant bien sûr la mise à niveau du régime de pénalité. Plusieurs des grands acteurs de ces grandes entreprises qui carburent aux données sont des entreprises dont la solvabilité ne fait aucun doute. Et par conséquent, si on veut véritablement avoir un système où l'incitation à se conformer à la loi existe, il faut bien sûr avoir un système de pénalité conséquent. Mais je signale quand même que le régime de pénalité est assujetti s'applique à ceux qui ont fait défaut d'avoir pris des précautions voulues pour empêcher la contravention aux différentes obligations imposées par la loi aux organisations. Je ne suis pas un pénaliste pratiquant, mais on peut se demander quel standard de preuve sera exigé si jamais un jour on en vient à devoir imposer de telles pénalités à des organisations. Alors voilà, Vincent, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'ai pas volé trop de temps. Merci beaucoup, Pierre. 11 minutes, donc pas assez pour qu'il y ait pénalité, justement. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Céline Casté-Renard, donc prof à section de droit civil, Université d'Ottawa, d'y aller avec le rôle de l'individu, en fait, la place de l'individu. Merci beaucoup à tous les organisateurs de ce très bel événement. Je ne vais pas les citer pour garder mes 10 minutes, mais je suis très heureuse d'être ici. Donc effectivement, il m'a été demandé de parler plus spécifiquement de l'individu dans le projet de loi C11. Et ce qu'on peut d'abord noter, ce que le professeur Trudel vient de nous expliquer, c'est que la LPR-PDE va être scindée en deux. Et désormais, donc, la première partie sur les renseignements personnels sont intégrés dans la loi C11, ou plus exactement, la loi C11 abroge cette première partie. Et on voit tout de suite les changements d'intitulé de la loi. On parle de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs. Et donc ça, c'est peut-être une première surprise par rapport à la notion d'individu qu'on trouvait dans la LPR-PDE. Et on peut se demander quel est le champ d'application matériel de cette réforme et est-ce qu'on veut véritablement viser les consommateurs. Il ne me semble pas que ce soit le cas parce que les personnes qui doivent toujours respecter la loi sur la protection des renseignements personnels sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes organismes définis de la même façon. Et on parle toujours de renseignements personnels qui visent l'identification des individus. Donc, je ne pense pas que les parties aient changé, mais il me semble que la notion de consommateur ne s'applique pas exactement à ce que l'on veut viser ici. Et ça, c'est ma première remarque par rapport à l'intitulé même de la loi qui, à mon avis, ne vise pas exactement, ne correspond pas parfaitement à son champ d'application matériel. On pourra y revenir. Et donc, moi, je vais plutôt parler d'individus et poser la question de la protection. Est-ce que cette réforme renforce la protection des individus ? Je pense d'abord que la rédaction est meilleure que la LPR-PDE, ce qui devrait garantir un meilleur accès aux droits. Logiquement, c'est ce qu'on espère toujours quand on rédige des lois. Je pense que la rédaction est meilleure parce qu'évidemment, les époques ont changé et le Canada a certainement un peu plus est plus mature dans sa protection des renseignements personnels, d'autant qu'auparavant, la LPR-PDE était composée de la loi, de son annexe, sous l'influence du code type sur la protection des renseignements personnels. Donc, évidemment, la rédaction n'était pas tout à fait aisée et donc la compréhension non plus. Je pense donc que c'est un progrès de ce point de vue-là. Donc, c'est une première avancée. Quant au fond, il a déjà été question du consentement et du régime du consentement. Il me semble que ce régime est renforcé, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés dans le régime lui-même. Il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas forcément spectaculaires. Néanmoins, je pense que le consentement est mieux exprimé, ce que l'on doit attendre du consentement est mieux exprimé. Le principe du consentement préalable, express, même s'il y a des exceptions. La nécessité aussi de donner des informations au moment de collecter le consentement, au moment de recueillir le consentement, information des termes clairs, l'interdiction d'utiliser un subterfuge pour obtenir le consentement et un retrait du consentement clairement exprimé là aussi. Je pense que toutes ces dispositions mises ensemble renforcent ce régime, en tout cas l'expression de ce régime du consentement. Néanmoins, évidemment, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'exceptions. Il y en a déjà été question, énormément d'exceptions.
Dans la formulation, on peut dire qu'il y a quand même une simplification parce qu'on supprime le régime qui différencie la collecte, l'utilisation, la communication des renseignements personnels. Donc, les exceptions sont formulées en un seul tout, donc c'est plus clair certainement de ce point de vue-là. Mais effectivement, la liste s'est allongée, les différentes hypothèses aussi, et on peut même aller jusqu'à se demander si l'exception ne devient pas le principe. J'exagère un petit peu, mais on peut se demander quand même s'il reste quelque chose du principe même du consentement. D'autant que certaines exceptions sont peut-être plus discutables que d'autres. Certaines sont tout à fait légitimes parce que, évidemment, le consentement ne peut pas être l'ensemble de la protection des renseignements personnels peut pas reposer uniquement sur un consentement. Et on comprend bien que les renseignements personnels sont utiles dans de nombreuses circonstances. Donc, on comprend qu'il faille bien un équilibre entre ce principe et les exceptions. Néanmoins, certaines sont formulées de manière assez large. On parle des activités d'affaires rattachées à la notion d'attente d'une personne raisonnable. Pierre Trudel l'a déjà dit, c'est un standard juridique. Donc, les standards sont interprétés par le juge et interprétés par ceux qui appliquent l'activité, enfin ceux qui sont concernés par les activités d'affaires. Et donc, on risque d'avoir ici une baie, un fossé, une boîte de Pandore avec cette exception. Également aussi, on peut être assez perplexe par rapport à la notion de renseignement public. À partir du moment où les renseignements personnels ont été rendus publics, on tomberait sous l'exception. Alors évidemment, on pense aux réseaux sociaux et à la collecte des milliards d'images par Clearview AI, par exemple. Et on peut se demander si c'est vraiment ce que l'on souhaite faire ici dans ce type d'exception. Donc, beaucoup d'interrogations par rapport à ces exceptions, au point que finalement, je me demande s'il est vraiment nécessaire de maintenir ce régime de consentement avec des exceptions, s'il ne serait pas admissible de considérer d'autres fondements de licéité de la collecte et de l'utilisation de la communication des renseignements personnels. Pour donner l'exemple du RGPD dont il est souvent question, le consentement n'est non seulement pas le seul fondement, mais ce n'est même pas le principe. Qui serait accompagné d'exceptions. Et si on pense par exemple aux activités d'affaires, on peut penser qu'il puisse y avoir des intérêts légitimes des entreprises ou des organismes à utiliser les renseignements personnels, donc ça pourrait tout à fait être admis. De même qu'il y a aussi des fondements légitimes avec la protection de la sécurité nationale ou de la santé publique. On en a une belle illustration en ce moment. Donc, on peut peut-être réfléchir un peu plus avant sur le fait de dire que le consentement n'est peut-être pas le seul moyen de protéger les renseignements personnels et que certains fondements sont tellement fondamentaux dans certaines exceptions qu'on pourrait peut-être renverser la tendance et ouvrir la question du consentement. D'autant plus, et ça je pense que Vincent ne me contredira pas et Pierre l'a déjà dit, le consentement dans un environnement numérique, on sait qu'il ne vaut pas grand-chose et qu'il ne protège pas véritablement les individus. Donc, il est peut-être temps de dépasser cette notion de consentement dans cette réforme. Je reviendrai, si vous le souhaitez, dans la comparaison avec le RGPD. Je reviendrai aussi dans la comparaison avec le RGPD sur le droit de retrait et l'opposabilité, pas l'opposabilité, la portabilité, qui sont les nouveaux droits qui rentrent effectivement dans la loi canadienne. Donc, un droit de retrait qui ressemble un petit peu au droit à l'effacement, droit à l'oubli du RGPD. Et le droit à la mobilité des données, à la portabilité des données qui ressemble un petit peu, mais de très loin, à l'article 20 du RGPD. Mais on sait que cette mobilité des données va se faire entre deux organisations, ça vient déjà d'être dit, sur le fondement d'un règlement. Donc, ça va être assez complexe à mettre en œuvre. Néanmoins, comme ça a déjà été dit, on comprend que c'est la fonction même de la portabilité qui invite à ce que ça se fasse directement entre les organisations. Je vais essayer de me garder du temps, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Donc, également aussi, il a déjà été signalé entre le droit à l'explication individuelle, une explication générale et individuelle
par rapport à l'utilisation des systèmes décisionnels automatisés. Deux différences majeures, il y en a plusieurs, mais allez, 3 différences majeures avec le RGPD. Le RGPD se concentre sur la prise de décision, alors que là, la définition est plus large. Le RGPD ne prévoit pas explicitement un droit à l'explication individuelle, et c'est simplement par interprétation, et c'est très controversé. Et il ne s'agit pas ici d'accorder un droit de ne pas faire l'objet d'une prise de décision automatisée, mais un droit à information. Donc, ce n'est pas tout à fait la même logique que le RGPD, mais en tout état de cause, les législateurs essaient de tenir compte de l'intelligence artificielle et de l'impact de certains systèmes algorithmiques sur les individus du fait de l'utilisation de leur renseignement personnel. Donc ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve dans les réformes actuelles et notamment aussi dans le projet de loi 64 au Québec. La dépersonnalisation des renseignements personnels est certainement un moyen de mieux protéger les individus. Je suis simplement perplexe par rapport à l'utilisation de cette notion parce que peut-être faudrait-il la mettre en regard aussi avec la notion de pseudonymisation. Et je suis perplexe parce qu'on l'utilise à plusieurs reprises dans le texte, alors que le principe d'une dépersonnalisation est le fait de ne plus permettre d'identifier les individus et donc de sortir du champ d'application de la loi. Et donc, si on sort du champ d'application de la loi, on n'en parle plus, j'ai envie de dire. Dans ces cas-là, les renseignements sortent, c'est de la dépersonnalisation et les situations n'ont plus à être considérées. Et à plusieurs reprises, il est fait question de cette dépersonnalisation, du processus de dépersonnalisation. Donc, ce n'est pas très clair de savoir à quel moment on se situe. On est dedans, on est dehors, par rapport au champ d'application matériel. Donc, je trouve qu'ici, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Une autre disposition qui me paraît intéressante, c'est le fait de prévoir que certaines personnes puissent être représentées dans l'exercice de leurs droits, et en particulier les mineurs et tout autre individu qui donnerait une autorisation écrite. Je signale qu'on vise ici l'individu décédé, ce qui n'entre pas dans le champ d'application du RGPD et qui relève des droits nationaux des États membres. Donc là, ici, c'est une disposition intéressante qui est mise en œuvre à mon avis et donc je voulais la signaler. Pour conclure, on voit qu'il y a encore quelques ambiguïtés. Moi, je suis un petit peu déçue qu'on n'affirme pas plus clairement des principes directeurs dans le recours au renseignement personnel, des principes de finalité, nécessité, exactitude, minimisation, qui sont parfois indiqués plus ou moins clairement, parfois sous-entendus, sous-jacents. Mais je trouve qu'on gagnerait en protection à les affirmer clairement et à les mettre ensemble et surtout à les rendre clairement obligatoires. Je pense que là, il y a un moyen d'améliorer la protection. Je suis assez perplexe avec la notion de renseignement de nature délicate. On parle de la sensibilité des données, mais je n'ai pas l'impression qu'on en fasse une catégorie à part. En tout cas, je n'ai pas vu de régime spécifique. Et donc, je ne sais pas trop où on se situe. J'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du gué. Je trouve aussi qu'il est temps de changer certains vocabulaires. La notion d'organisation n'est pas claire parce que ça intègre aussi des personnes qui sont censées respecter la loi. La notion de consommateur dans le titre, je la trouve assez maladroite. C'est peut-être l'influence de la loi californienne, mais je pense qu'il faudrait y remédier. Et le consentement exception, j'en ai déjà parlé. Je voudrais simplement signaler une expression qui me paraît quand même malheureuse, l'expression « à son insu » ou « sans son consentement ». Je trouve que ça n'inspire pas du tout confiance. Et moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on prend mes données personnelles, mes renseignements personnels dans mon dos. Et je pense que la vie privée, c'est aussi une question de confiance. La doctrine l'a montré. Et peut-être qu'il faudrait aussi changer un petit peu le vocabulaire ou les expressions ici. J'en terminerai simplement en disant que le prochain défi, bien sûr, c'est le vote de la loi. Mais le défi d'après à l'échelle internationale, c'est le contrôle de la Commission européenne qui envisage de venir visiter le Canada pour vérifier l'adéquation. La décision précédente d'adéquation reposait sur la directive de 95 et pas sur le règlement général. Donc, on sait qu'évidemment, la protection a été renforcée, les exigences aussi. Donc, on va se poser la question de la protection substantiellement équivalente avec cette réforme 111. Et on sait que la Commission européenne observe tout particulièrement l'effectivité des droits, la mise en œuvre des droits, les droits de recours, tout comme la Cour de justice d'ailleurs, on l'a bien vu dans les 2 décisions Schrems. Et donc là, c'est surtout la loi sur le tribunal de protection de la vie privée, à mon avis, qui va être dans le collimateur et sa mise en œuvre qui va être dans le collimateur. Et j'attends beaucoup ce que les autres panélistes vont dire sur cette loi. Merci beaucoup.
J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Même tarif, à peu près de 12 minutes, mais c'est Oui. tout à fait correct. Donc, merci beaucoup, Céline. Sans transition, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les questions seront prises à la fin. Donc, Héloïse Gratton, qui, elle, va cibler davantage le rapport à l'entreprise. Alors, merci encore, Héloïse, d'être présente. En fait, merci aux organisateurs là, de cet événement pour la belle invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger relativement au projet de loi C11. Je partagerai avec vous mes réactions à chaud, mais avec une perspective bien précise là, qui est celle des implications du projet de loi pour les organisations, pour les entreprises. Mes réflexions porteront plus précisément sur les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité, sur l'obligation d'obtenir le consentement, les nouvelles exceptions à cette obligation-là, et puis certains commentaires sur les nouveaux outils de mise en œuvre. Donc, au niveau de la responsabilité, dans un premier temps, le projet introduit un nouveau concept de création de codes de pratique et de programmes de certification. En fait, c'est un moyen d'encourager le développement de certaines pratiques qui favoriseraient la protection des renseignements personnels, mais vraiment par secteur d'activité, même dans certains cas par industrie. Donc, je trouve ça intéressant. C'est un outil qui permet aussi aux entreprises de limiter leur risque de non-conformité, comme le CPVP peut refuser d'enquêter sur les pratiques d'une organisation qui est certifiée. Dans certains cas, l'entreprise aura moins de pénalités si elle se conformait aux exigences d'un programme de certification qui aurait déjà été approuvé, etc. Dans un deuxième temps, le projet de loi offre certaines précisions quant au rôle de l'organisation, de l'entreprise et quant à celui de son fournisseur de services. En fait, qui confirme certaines choses qui n'étaient pas précisées dans la loi, mais qui sont tout à fait logiques. Donc, d'ailleurs, si on regarde le RGPD, c'est un règlement qui offre une distinction très claire entre le rôle et les obligations de l'entité qui exerce un contrôle sur les renseignements personnels et le rôle et les obligations de l'entité, en fait, qui n'agit pas pour son compte, qui agit plutôt à titre de prestataire de service. En anglais, on parle de data controller et data processor. Donc, je trouvais intéressant le commentaire de Céline. En fait, on ne fait pas ces distinctions-là clairement dans la loi, mais c'est quand même plus clair. Il y a une définition de fournisseur de services. Et puis, le fournisseur de services a plutôt une obligation en matière de sécurité, ce qui est logique. Et en fait, il y avait un peu d'incertitude suite au rapport de conclusion d'enquête du CPVP dans l'affaire impliquant Aggregate IQ de novembre dernier. Fait intéressant aussi, l'article 61 précise qu'un fournisseur de services doit aviser l'organisation en cas d'atteinte aux mesures de sécurité. Normalement, c'est une obligation qu'on inclut dans nos contrats d'impartition, mais ce n'est pas une mauvaise chose de venir le préciser dans la loi. Il y a une nouvelle obligation de consigner les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués. Donc, ça élargit dans un certain sens la portée du paragraphe 4.2.1 de l'annexe 1 de la LPR-PDE. La question sur le plan pratique, on consigne où et comment. Également, l'article 12.3 suit les articles 12.1, 12.2 qui touchent au test de raisonnabilité. Donc, la question qui se pose, c'est doit-on faire une évaluation des facteurs de risque en matière de vie privée? En anglais, on parle d'un Privacy Impact Assessment ou PIA, pour justifier la conformité de chaque fin en vertu de ce nouvel article 12. Là, c'est une question que plusieurs organisations se posent. Donc, le test du caractère raisonnable demeure. Donc, 5.3 devient le nouveau paragraphe 12.1. Et les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination du caractère raisonnable des objectifs sont énumérés à l'article 12.2. Puis en fait, c'est une codification de la jurisprudence de la Cour fédérale, donc on n'a aucune surprise ici. Le défi, toutefois, a toujours été du fait que ce test introduit beaucoup de flexibilité, donc d'incertitude. La question des attentes raisonnables de l'individu peut être difficile à évaluer. Donc, pour une organisation là, qui cherche à lancer un nouveau produit ou un nouveau service novateur, ce n'est pas toujours clair là, exactement où on trace la ligne. Et évidemment, cette incertitude-là est moins problématique lorsque la loi fonctionne sous un modèle d'ombudsman. Mais là, on a maintenant un projet de loi qui prévoit des amendes importantes, un droit privé d'action. Donc, évidemment, là, ça me rend un peu nerveuse pour les organisations du secteur privé.
Au niveau du consentement, la forme du consentement est légèrement modifiée. C'est pourquoi j'ai mis un point d'interrogation après le mot « inchangé ». Le consentement express est désormais la norme par défaut. Il ressort de cette nouvelle disposition-là qu'il incombe à l'entreprise d'établir qu'elle est justifiée de se fonder sur un consentement implicite. Cette nouvelle disposition-là pourrait nous donner l'impression que la notion de consentement est devenue plus stricte. Toutefois, comme le projet de loi introduit aussi une nouvelle exception là, en matière de consentement pour les pratiques d'affaires légitimes, cette exception-là va venir réduire considérablement le nombre de situations où le consentement est nécessaire. J'en parlerai dans quelques instants. Afin d'obtenir un consentement valable, les organisations doivent fournir aux individus certaines informations dans un langage clair. Donc, c'est une nouvelle exigence. La nouvelle disposition relative au consentement valide, donc, énumère certains éléments qui doivent être fournis à l'individu concerné. L'un des éléments, c'est toute conséquence raisonnablement prévisible de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation. Encore là, c'est une nouvelle exigence. Les lignes directrices pour l'obtention de consentement valable qui avaient été publiées récemment par le CPVP faisaient référence à la notion de risque de préjudice. Je pense que l'intention ici, c'est de s'assurer que les personnes comprennent clairement les conséquences de leur consentement à certaines pratiques. Les informations qui doivent être fournies dans un langage clair afin d'obtenir un consentement valide sont généralement le type d'informations qui vont figurer dans une politique de confidentialité. Mais la question se pose, est-ce que ça sera acceptable d'obtenir un consentement par l'entremise de la politique de confidentialité? C'est une question à laquelle nous devrons réfléchir davantage. Il y a une nouvelle exception en matière de consentement pour certaines activités d'affaires légitimes et, selon moi, c'est une excellente nouvelle. Donc, la LPR-PDE, contrairement au RGPD, comme le mentionnait Céline, ne dispose que d'une seule base juridique permettant à une entreprise de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels, et c'est le consentement. Évidemment, de nos jours, c'est réaliste de s'attendre à ce que les consommateurs examinent, comprennent les nombreuses politiques de confidentialité des entreprises qui sont de plus en plus longues, complexes. Donc, je crois que c'est logique de limiter le nombre des situations où le consentement est demandé et de se concentrer sur les situations qui justifient réellement une protection. Donc, je pense que cette nouvelle exception-là va dans le bon sens. Le type d'activité visée couvre un large éventail d'activités. Cela comprend même des activités liées à la prévention ou à la réduction du risque commercial. Et c'est intéressant parce que c'est une réalité importante pour les entreprises. Il existe deux autres conditions cumulatives pour que cette exception s'applique. Elle ne peut pas s'appliquer à une pratique commerciale qui va à l'encontre des attentes raisonnables du consommateur. Donc, encore là, un petit peu de flexibilité qui est introduit. Les renseignements ne peuvent pas être collectés ou utilisés dans le but d'influencer le comportement de l'individu. Donc, je pense que l'idée derrière ce dernier critère, c'est d'éviter toute pratique qui pourrait être associée à de la manipulation du consommateur. On peut penser ici au scandale de Cambridge Analytica. Est-ce que le législateur avait également en tête certaines pratiques de ciblage ou de profilage à des fins de marketing, par exemple? J'ai pris connaissance de la déclaration du commissaire à la protection de la vie privée du Canada suite au dépôt du projet de loi C11. Et je note qu'il a exprimé une certaine inquiétude en lien avec cette nouvelle exception. Il aurait souhaité qu'elle soit assujettie à la condition que le droit à la vie privée soit respecté un peu comme le fait le règlement européen. Je pense que nous devrons réfléchir peut-être un peu plus au libellé exact de cette exception-là pour s'assurer qu'elle est bien formulée et qu'elle réponde aux préoccupations qui ont été soulevées. Donc, certaines nouvelles exceptions pour l'utilisation ou le partage de renseignements dépersonnalisés. Premièrement, il existe une exception pour le partage de ces renseignements-là si c'est à des fins socialement bénéfiques. On parle de fins relatives à la santé, l'amélioration des espaces publics, protection de l'environnement, etc. Mais ce, uniquement avec des organismes du secteur public. Je pense que des entreprises du secteur privé pourraient également être impliquées dans certains types de projets similairement bénéfiques pour la société. Bon, évidemment, il faudrait encadrer ce type de partage. Mais je trouve décevant qu'on ferme la porte à ce stade-ci. Donc, c'est peut-être un élément à garder en tête pour ceux et celles d'entre vous qui vont participer à la consultation relative à ce projet de loi.
Deuxièmement, il existe des exceptions au consentement pour certaines utilisations de renseignements dépersonnalisés à des fins de recherche, d'études, à des fins de statistiques. Encore là, c'est une bonne nouvelle pour l'innovation. Ceci étant dit, il n'est pas clair si des renseignements suffisamment dépersonnalisés sont toujours des renseignements personnels au sens de la nouvelle loi. C'est comme si la nouvelle loi semble réglementer l'utilisation ou la divulgation de renseignements dépersonnalisés dans certaines circonstances. Donc, je note là, que Céline également avait noté certaines incohérences peut-être à ce niveau-là. Je pense que je suis d'accord avec elle, ça risque de susciter de nombreux défis en pratique. Et je préfère d'ailleurs l'approche adoptée dans le projet de loi 64 là, qui fait une claire distinction entre un renseignement dépersonnalisé et puis un renseignement anonymisé. Dernier point, quelques commentaires au sujet des nouveaux outils de mise en œuvre. Il y a des nouvelles pénalités. Jennifer Stoddard aussi va sûrement nous entretenir à ce sujet. Mais il y a également une défense de diligence raisonnable, ce qui est hyper intéressant pour les entreprises. Bon, il reste évidemment là, à déterminer ce qu'on entend par précaution voulue. Est-ce que l'on pense ici à une opinion juridique, à l'obtention d'une opinion juridique, à la préparation d'un PIA, d'une évaluation des facteurs de risque en matière de vie privée? Je vous confirme que je n'ai jamais fait autant de ces évaluations-là de PIA que cette année. Je trouve intéressant l'interdiction de réidentifier les renseignements qui auraient été dépersonnalisés et l'amende associée à cette interdiction-là lorsque des échanges de renseignements dépersonnalisés entre deux organisations. On inclut généralement une interdiction de réidentifier les renseignements dans un contrat, mais j'aime l'idée d'en faire une infraction à la loi. Si on veut encourager l'utilisation des renseignements dépersonnalisés à des fins de recherche, ce qui est bon pour l'innovation, bien, il faut aussi mettre en place certaines protections. Donc, je pense que c'est une nouvelle disposition qui va dans le bon sens. Un petit commentaire rapide sur le droit privé d'action. Étant donné que des montants considérables peuvent être imposés sous forme d'amende, je me demande s'il est vraiment nécessaire d'inclure un droit privé d'action. C'est une loi avec de nombreuses zones grises. Je réfère ici la notion d'attente raisonnable du consommateur, là, qui réfère à un concept qui est en constante évolution. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à la loi antipourriel fédérale qui est entrée en vigueur en 2014, qui incluait un droit privé d'action qui, lui, entrait en vigueur seulement en 2017. Et finalement, le gouvernement fédéral avait décidé, là, avant l'entrée en vigueur de ce droit privé d'action, de le suspendre indéfiniment, puisqu'il disait, bon, il y a beaucoup de difficultés là, rencontrées par les parties prenantes dans l'interprétation de plusieurs dispositions. Donc là, je regarde le projet de loi C11 et je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles dispositions qui sont introduites. Donc, peut-être au minimum, le gouvernement pourrait envisager de retarder le droit privé d'action de quelques années, juste là, pour permettre aux entreprises là, de arriver à bien interpréter les dispositions puis voir est-ce que c'est même nécessaire d'avoir cet outil-là additionnel. Dernier point, rapidement, le projet de loi 64 du Québec est beaucoup plus sévère que le projet de loi C11. La CAI a favorisé une interprétation large de sa compétence sur les entreprises qui sont également soumises à la loi fédérale. Puis encore, très récemment, dans l'affaire Dallaire contre Transport Robert. Donc, évidemment, la crainte du point de vue des entreprises, c'est que les nombreuses différences entre la loi québécoise et la loi fédérale vont soulever un certain nombre de problèmes. Donc, pour les entreprises qui ont des opérations, là, évidemment, à travers le pays. Donc, c'était mon dernier point. J'ai très hâte d'entendre Jennifer Stoddard. Merci. La transition est toute faite et on est ravis aussi d'avoir Jennifer Stoddard, là, qui, comme ancienne commissaire en plus, a assurément un point de vue tout à fait lumineux sur la question. Alors, merci. Oui, bonjour Vincent, merci de m'avoir invité à ce débat si intéressant, un moment historique de notre histoire légale, on pourrait dire. Je vais préciser d'abord que je ne fais pas un résumé de tous les points pertinents dans les institutions de contrôle, mais j'attire votre attention sur quelques-uns des choses que je trouve les plus significatives. D'abord, pour nous situer dans l'arrière-plan, pour toutes les critiques que tout le monde peut faire et bien faire,
il faut comprendre, ayant été fonctionnaire fédéral pendant longtemps, il faut bien comprendre le contexte dans le Canada essaie de créer cette nouvelle législation. Il y a d'abord l'influence de l'Union européenne, dont l'approbation est très importante pour le Canada, et sa propre évolution et ses nouvelles exigences à partir de 2016. Le Canada avait 4 ans pour faire des changements et nous voilà en décembre 2020, c'est pas trop tôt. Le Canada a un profil commercial qui fait qu'il dépend énormément de ses marchés externes. Vaste pays géographique avec petite population, on doit absolument exporter et la tendance depuis les dernières 10 ans du moins, et même avant, c'est d'essayer de nous rendre plus indépendants de nos échanges avec notre voisin, les États-Unis. D'où l'importance de rentrer, de rester dans le rayon européen. Mais la réalité demeure, la plupart des échanges du Canada sont avec les États-Unis. Finalement, sans m'y connaître, je me permets de souligner l'importance de la réalité constitutionnelle et les cheminements du droit sur le partage des pouvoirs. On se rappelle, le fédéral essaie de faire une loi sur la reproduction assistée, essaie de faire une loi pour avoir un marché boursier commun et plus récemment a fait quelque chose sur la discrimination génétique. Toutes ces lois ont connu des sorts différents et je comprends que même pour les spécialistes, c'est pas clair qu'est-ce qui est fédéral et qu'est-ce qui est provincial. Donc, qu'est-ce qui change? Les autres participants en fait mention. Voici les choses les plus importantes. Le commissaire, le tribunal, des pénalités et des règlements à venir. Ce qui attire l'attention, c'est que le commissaire, qui a été appelé souvent édenté, est plus puissant, donc à quelques dents, je ne dirais pas c'est devenu vraiment de quoi faire peur. Toujours, activité principale, faire enquête, qui donne maintenant lieu, au lieu d'une conclusion qui n'avait force de droit, qui était comme une conclusion littéraire presque, ces enquêtes vont donner lieu à des ordonnances de faire ou de ne pas faire et éventuellement des pénalités. Je trouve que la possibilité d'approuver des certificats de conformité, les codes de pratique, c'est très intéressant. C'est emprunté de l'expérience européenne et c'est une façon d'introduire une grande mesure, dépendant de comment les entreprises l'acceptent, d'autoréglementation. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, étant donné que les ressources d'un commissaire à la vie privée seront toujours moins que ce que la situation demande. Ça peut aussi calmer des inquiétudes souvent bien fondées sur des gens dans des secteurs de pointe qui disent « mais ces fonctionnaires, ils ne comprennent rien ». Mais c'est difficile pour les fonctionnaires de suivre tous les développements commerciaux au Canada, donc je trouve que c'est une bonne chose. Les pénalités, vous voyez là, qui sont dans 2 groupes. Comme on a dit, le niveau 2 passe par une action faite sciemment. Le ministre a dit « Ah, on va avoir les plus grandes pénalités dans le G7 ». Oui, mais je ne sais pas combien de fois on va les imposer et en dollars canadiens, c'est peut-être pas aussi grand que ça. Tribunal sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels, c'est un appel des conclusions des ordonnances, des décisions du commissaire et ce tribunal qui ne comprendra qu'une personne sur un maximum de 6 qui est versé dans la protection de la vie privée. À mon avis, c'est étant donné que c'est un enjeu de l'intégrité de nos institutions démocratiques, notre société, c'est une grande valeur commerciale. On pourrait avoir un peu plus de personnes qui ont une expertise là-dedans.
qui peut y faire appel? C'est seulement le plaignant et l'organisation. Le commissaire serait là à défendre sa recommandation parce que c'est tout ce qu'il fait. Si la recommandation est acceptée après enquête, bon, tant mieux. Mais si la recommandation n'est pas acceptée, là voilà, par l'un ou l'autre des parties, on va au tribunal. On insiste sur le besoin de manque de formalistes, de justice naturelle, etc. On va voir comment le tribunal, une fois qu'il sera constitué, va réussir à se détacher de la procédure légale, par exemple, plus formelle de la Cour fédérale. De la perspective du plaignant, il est remarqué pour plusieurs que cette loi ne prévoit aucun dédommagement direct pour consommateurs individus, comment on veut les appeler. Une organisation fautive ou qui a des chances de se faire trouver fautive peut dédommager l'individu en cours d'enquête, en cours de route. À mon avis, une bonne stratégie parce que là, le commissaire doit en tenir compte et peut-être finalement, il n'y a plus de moyens d'enquêter. À la fin, il a accès au tribunal seulement par le processus de plainte et appel du commissaire. Il faut voir dans le dernier rapport annuel, le commissaire n'a trouvé que moins d'un quart des plaintes qui étaient faites chez lui étaient fondées. Donc, si vous pensez avoir une bonne cause, si le commissaire n'est pas d'accord pour continuer votre enquête, il ne vient pas à la conclusion et vous êtes là sans aucun autre recours. Alors, les droits d'action sont limités et ensuite, on gagne le droit d'action privée. Le droit d'action privée est très important au Canada en dehors du Québec. Au Québec, vous vous rappelez, on a le Code civil avec protection de la droit privé, on a la Charte des droits et libertés du Québec, on a le projet de loi 64 avec ses nouvelles dispositions. Il y a des provinces canadiennes qui n'ont rien de ça. Et donc, la seule façon de créer un droit d'action, c'est par la loi fédérale. Je présume qu'il y aurait beaucoup de contestations pour élargir justement le droit d'action, quoi qu'on en pense ici. Perspective des organisations, et Louise a bien parlé, je mentionne les accords de conformité aussi, en plus des codes de pratique et certification. Donc, je pense que pour l'organisation moyenne, il y a relativement peu de chances de se trouver devant le tribunal condamné à une grande amende, étant donné qu'il y a toutes ces possibilités de règlement, d'auto-monitoring en chemin. La chose que je peux, prenant mon chapeau d'ancien commissaire, déplorer qui n'a pas changé, c'est le motif raisonnable de croire à une raison pour faire une vérification, dite aussi audit. Ça, c'est un outil excessivement puissant. Malheureusement, quand j'étais commissaire, les seuils sont tellement élevés pour aller chez une organisation et dire « j'ai motif de croire que je dois faire une vérification », qu'on en a fait très peu. Et ça reste le même, sans doute, au soulagement des organisations qui voient avec appréhension les autres changements. Eux, ils peuvent, ou elles peuvent faire appel au tribunal, la recommandation du commissaire. Et si on n'aime pas la conclusion du tribunal, il y a évidemment une révision judiciaire, non pas un appel, à la Cour fédérale. Beaucoup de réglementations à venir, comme on a noté, sur les codes de pratique, sur le droit à la portabilité, sur les renseignements personnels publics, sur qu'est-ce qui est substantiellement similaire. Et je termine avec cette observation qui m'a intriguée.
Parmi les devoirs du commissaire est celui de faire un rapport sur la législation substantiellement similaire dans d'autres provinces et sur l'application de celle-ci. Étant donné l'état toujours, je dirais, chancelant des relations fédérales-provinciales, c'est tout un devoir. J'imagine que ça a été mis là pour faire rapport à l'Union européenne, qui, à mon avis, a beaucoup de difficultés à comprendre les arrangements constitutionnels du Canada, et notamment en ce qui concerne la vie privée, qui est réglementée sur deux têtes, les droits de la personne et les droits des consommateurs. Donc, ça, c'est à suivre. Et je conclus en disant que le chemin est long en termes de temps, va être fluide en termes de compromis encore à venir et sinueux parce qu'il faudra avoir un consensus pour contourner les obstacles importants. Donc, plusieurs années avant qu'on voit qu'est-ce que c'est l'effet de la loi. Entre-temps, on va voir une augmentation des accords de conformité, des demandes de révision judiciaire et des actions multijuridictionnelles, c'est-à-dire dans 2 provinces ou plus, ou provinces et fédérales, plus fréquentes. Alors, avec ça, je termine ce coup d'œil et on attend tous et toutes vos questions. Merci beaucoup Jennifer, Céline, Pierre et Loïse pour ces très intéressantes présentations. Et je pense que vous avez tous souligné le fait que il y a beaucoup de choses dans cette loi et peut-être parfois un peu trop. Et puis j'ai pas arrêté de le dire depuis 2 semaines, le diable se cache dans les détails. C'est un peu la phrase signature que j'utilise pour parler de C11, même si, comme le disait Jennifer, il faut quand même noter que c'est un moment historique pour le Canada. Ça fait longtemps qu'on l'attend, certains diront les mauvaises langues 20 ans, mais au moins 5 à 6 ans. Donc, ouais, merci beaucoup. Puis, sans plus tarder, on va commencer un peu avec les questions. Encore une fois, on invite tous les participants à poser vos questions dans l'onglet Q&R ou Q&A si votre Zoom est en anglais. Puis, avec Vincent, on va alterner, puis on va poser les différentes questions. La première, peut-être, ce serait pour toi, Céline. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau du RGPD, du test d'adéquation. Et l'une des questions qui est posée dans le chat, c'est savoir si tu pourrais revenir sur les différentes bases légales. Puis aussi, Héloïse en a parlé dans le RGPD. Puis c'est quoi la différence avec le projet de loi C11? Puis peut-être moi, si j'ajoute ma question, tu n'as pas une boule de cristal, mais selon toi, est-ce que C11 en l'état pourrait passer le test d'adéquation? Je sais, ça c'est la question qui est affreuse, mais je pense que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose, surtout les entreprises qui attendent avec impatience ce point-là. Oui, effectivement, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais déjà revenir sur la lecture du RGPD, ça c'est moins compliqué. Comme je le disais, effectivement, le RGPD ne se fonde pas seulement sur le consentement pour admettre qu'il puisse y avoir un traitement de données personnelles. Le consentement est un des fondements, comme je le disais, c'est même pas le principe, hein, c'est le premier dans la liste, mais c'est toute une liste. Et donc, pour donner une idée plus précise, donc on envisage le consentement, on envisage que le traitement puisse être nécessaire à l'exécution d'un contrat. Et c'est une des exceptions, finalement, qui est prévue dans la loi ici, dans C11. On prévoit aussi la possibilité que le traitement puisse être nécessaire au respect d'une obligation légale, à la sauvegarde d'intérêts vitaux de la personne ou de toute autre personne physique, à une mission d'intérêt public, et également les intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement. Donc, ce qui correspond pas mal aux activités d'affaires qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ce que je voudrais aussi dire par rapport au fait que c'est un peu compliqué de comparer les 2 textes parce que les logiques sont différentes, mais aussi les fondements de ces textes sont différents. Je rappelle que dans le RGPD, on reconnaît que la protection des données personnelles est un droit fondamental qui est à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, accompagné de l'article 7 qui vise la vie privée. Donc évidemment, la protection des renseignements personnels, des données personnelles est différente à cause de ça. Et quand on évoque les intérêts légitimes du responsable de traitement, on met en balance le fait qu'il faut protéger les intérêts, sauvegarder les droits et libertés
fondamentaux des individus. Et on trouve cette balance à beaucoup d'endroits du RGPD. Et évidemment, c'est toute la logique et la culture du texte et du droit de l'Union européenne par rapport à la protection des renseignements. Donc, il faut peut-être avoir ça en tête aussi quand on compare, en se disant, oui, on ne situe pas exactement les données personnelles au même endroit, et donc les équilibres ne sont pas forcément construits de la même façon. Donc voilà ce que je voulais dire, mais en tout cas, le consentement n'est pas l'alpha et l'oméga, il y a d'autres possibilités de fondement, je pense que c'est intéressant de les considérer, à condition bien sûr qu'il y ait d'autres garde-fous, d'autres sauvegardes, c'est toujours des questions d'intérêt, de balance des intérêts dans la protection. Et est-ce que ce sera adéquat, substantiellement équivalent en termes de protection? Je pense qu'il y a quand même pas mal de progrès et pas mal de clarifications malgré tout, même si j'ai dit qu'il y avait des choses même si on a tous dit qu'il y avait des choses à revoir, on va quand même, je pense quand même que globalement c'est en progrès, on va dire. Je ne sais pas, je pense qu'on attendra vraiment le fonctionnement du tribunal. Et je me demande même si la Commission européenne va pouvoir faire son audit, son analyse, tant que le tribunal ne fonctionne pas. Elle devait venir en 2021 et je me demande en fait si ça vaut le coup de venir maintenant, s'il ne vaudrait mieux pas reporter pour voir d'abord si c'est adopté et mis en œuvre. Sinon, là, c'est un peu au mauvais moment, elle arriverait au mauvais moment. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. À moins que l'un des trois autres intervenantes voudrait agir. Et puis c'est difficile de lire la presque une quinzaine ou dizaine ou douzaine de questions qui est déjà posées, mais il y a plusieurs des questions aussi qui, au-delà du RGPD, comme ça a été soulevé par plusieurs d'entre vous, se questionnent sur la concordance avec le tout récent. Alors en plus, c'est même pas une vraie loi, c'est un projet de loi aussi. Le projet de loi 64. Alors Héloïse a évoqué la différence qui existe déjà et peut-être le moindre dent. J'aurais aimé peut-être vous entendre, puis ce n'est pas une question que je dirige à l'un en particulier, mais peut-être si vous avez des réactions justement sur ces concordances, mais peut-être plus les discordances qui existent entre ces deux textes qui vont, puis j'en suis sûr, à mon avis, beaucoup évoluer de chacun de leur côté, mais d'ores et déjà, quelles difficultés notamment voyez-vous là-dessus? Et si je me permets de teinter votre question, j'aimerais bien savoir globalement, enfin, n'hésitez pas à vous commettre pour identifier les bons et les mauvais points, parce qu'il y en a, évidemment, dans les deux textes, mais il y a des bons coups et il y a des mauvais coups. Et n'hésitez pas à donner votre point de vue sur ce que vous aimez ou ce que vous préférez dans l'un ou l'autre des projets, parce qu'encore une fois, ça réfère à plusieurs des questions qui ont été posées. Alors, je ne sais pas si l'un de vous quatre veut réagir. Jennifer. Oui, je ferai un commentaire sur une position que j'ai déjà prise publiquement et qui l'écart entre le fédéral et l'initiative québécoise s'est agrandi depuis l'introduction de la loi fédérale. Et ça, c'est la différence dans l'attitude sur l'exportation des renseignements personnels à l'étranger. Le Québec a pris une position que moi je trouve très théorique, certainement très coûteux pour les entreprises, qui est qu'on doit faire l'équivalence de la loi dans la juridiction où on envoie ces données. Alors, vous imaginez, 72% des exportations québécoises vont aux États-Unis. Comment faire l'évaluation de tous ces États américains? Et même, on peut faire un contrat, comme dans le droit européen, pour pallier à ces aspects-là. Il faut quand même faire l'analyse. Bon, on dit que le gouvernement du Québec va le faire. Je ne sais pas si le gouvernement du Québec a des ressources. C'est une tâche énorme, étant donné le profil de commerce canadien. Il y a à peu près 2 ans, il y a eu une controverse avec le bureau du commissaire. Sûrement, ma collègue Héloïse Gratton peut en parler mieux que moi, où il a essayé d'adopter, par rapport à la loi actuelle, un peu cette attitude européenne, c'est-à-dire
vous consentez l'utilisation de vos renseignements personnels, mais vous devez reconsentir à son envoi en dehors du Canada. Bon, il y a une telle tollée qui est revenue sur le statu quo. Je suis contente de voir le compromis dans le projet de loi actuel qui est, je pense qu'on doit informer l'individu sur l'exportation de possible de ses renseignements personnels, mais on n'a pas besoin d'obtenir, si je m'appelle bien, son consentement. Il est informé, puis s'il n'aime pas, bon, mais il irait ailleurs. Donc, ça, c'est un aspect très intéressant. Comment est-ce que ça va se terminer? D'autres éléments sur la comparaison avec le projet de loi québécois? Oui, Héloïse? Oui, moi oui, si personne d'autre. En fait, je suis tout à fait d'accord avec Jennifer pour les enjeux de transfert à l'étranger. C'est pas réaliste. Il y a une différence entre le projet de loi 64 aussi au niveau du contrat. Il y a le type de dispositions qui doivent être incluses dans un contrat d'impartition avec un fournisseur d'un prestataire de services de l'étranger est plus détaillé dans la loi québécoise. Au niveau fédéral, au niveau du projet de loi C11, on ne le détaille pas, mais on a beaucoup de jurisprudence là, au cours des 2 dernières années là, qui viennent préciser le type de clause qu'on s'attend à avoir dans un contrat. Mais je pense que de s'attendre à ce que les entreprises fassent une évaluation des lois étrangères, des lois qui peuvent changer, qui peuvent être amendées, c'est un exercice très coûteux, très, très complexe. Puis même, on l'a vu, là, quand l'Europe évalue les lois étrangères, dans certains cas, ils se trompent. Là, selon moi, ils s'étaient trompés quand ils avaient fait leur évaluation de la loi québécoise. Donc, il n'y a pas c'est pas des méthodologies parfaites non plus. Donc, je pense que de toute façon, il y a une obligation d'avoir un contrat en place. En vertu du RGPD, le contrat, là, les fameuses model clauses, c'est une alternative au fait que la loi étrangère soit adéquate. Fait, selon moi, au niveau du projet de loi 64, c'est une erreur là, d'avoir inclus cette exigence-là. Sur les autres points, par exemple, il y a quand même du bon dans le projet de loi québécois. Et il y a du moins bon. Donc, au niveau de l'exception du consentement pour les activités d'affaires légitimes, on a l'exception au niveau du projet C11. Il n'y a rien au niveau du projet de loi québécois. Et à mon avis, ça manque. On aurait dû avoir une exception là, pour certaines pratiques d'affaires qui sont tout à fait légitimes, etc. En vertu du projet de loi québécois, les entreprises doivent réaliser une évaluation des incidences sur la vie privée, là, les fameux PIA, dans un large éventail de situations, peut-être trop large, mais j'aime l'idée quand même d'encourager les entreprises à faire une certaine analyse, surtout lorsqu'elles s'apprêtent à lancer là, un nouveau projet ou déployer une nouvelle technologie. Je pense que c'est correct là, de requérir qu'elles fassent un certain exercice. Aussi, le projet de loi québécois oblige les entreprises à suivre une approche privacy by design. J'aime pas particulièrement le libellé. Je pense qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Je préfère en fait le libellé du RGPD, mais je ne suis pas contre l'idée en fait. Et dernière peut-être différence, le projet de loi inclut un droit à l'oubli. Le projet de loi C11 ne l'inclut pas. Et j'ai déjà là, publié sur le sujet, je pense, je suis contre. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un plus que le projet de loi C11 n'inclut pas un tel droit. Moi, je pourrais juste rajouter 2 choses. Je ne suis pas certaine, mais ça sera à discuter, qu'il y ait une grande différence de niveau de protection entre C11 et la loi 64. La loi 64 protège plus, on est d'accord, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un gap suffisant pour dire que ce ne serait pas équivalent, qu'on pourrait pas... Enfin, on ne s'imagine pas de toute façon que les données ne puissent pas circuler. Je pense qu'il faut être raisonnable. Donc, même dans l'appréciation qu'on fait de l'adéquation en Europe, il y a substantiellement équivalent. Bon, ça ne veut pas dire avoir exactement la même loi, parce que sinon, on a tous la même loi dans le monde. Et si on arrivait à faire ça, ça se saurait. Donc, il faut bien quand même trouver un peu des équivalences ou quelque chose de suffisant, en tout cas, pour dire, bon, c'est bon, c'est adéquat. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque,
c'est que quand on prévoit des outils comme ça d'adéquation ou d'équivalence, quand on prévoit des règles comme ça, il faut des outils pour l'accompagner. Et l'Union européenne a des outils pour ça. Soit la Commission européenne dit c'est équivalent, c'est bon, vous pouvez l'envoyer, soit c'est pas équivalent. Et pour ça, vous avez toute une panoplie, toute une boîte à outils. Vous faites effectivement des clauses contractuelles type. Vous pouvez avoir des règles internes, des règles entre compagnies et des règles internes de protection. Le Privacy Shield quand ça marche. S'agissant des États-Unis, bon, quand il n'est pas remis en cause, mais il y a toute une possibilité de faire quand même du commerce et d'envoyer quand même des données personnelles en dehors de l'Union européenne. Donc, il faut être aussi pragmatique et opérationnel, en fait. Il ne suffit pas juste de dire il faut que la protection soit adéquate et laisser les entreprises se débrouiller avec ça. Je pense qu'il faut qu'on ait des outils. Et je voulais aussi dire que dans le RGPD, il y a des outils intéressants qui sont passés sous les radars, j'ai l'impression, des lois, de la loi 64 et de la loi C11. C'est par exemple le fait de tenir un registre des traitements. Alors, c'est peut-être ce qu'ils entendent par consigner les finalités. Ce n'est pas forcément le PIA, là, je pense, qui est visé. À mon avis, c'est plutôt le registre. Bon, ça paraît très documentaire et très administratif, mais finalement, l'autocertification, c'est de la documentation, hein. Et donc, on l'a beaucoup dit pour le RGPD, c'est faire des documents, prouver les choses. Peut-être qu'il faut aussi intégrer ce genre de logique pour être en conformité. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir un haut niveau d'exigence ou de protection. Il faut aussi donner les moyens, les outils pour parvenir à ce niveau. Et la notion d'accompagnement aussi, c'est un rôle qu'on ne donne toujours pas, il me semble, au commissaire. Où on a déjà eu cette conversation, Vincent. Mais je pense qu'il faut essayer d'accompagner les entreprises, en particulier les petites, et plutôt que de vouloir sanctionner à tout prix. Je pense que c'est une autre logique aussi à intégrer. Parfait. Pierre, est-ce que tu voulais commenter sur cette question? Non? Tu es unmute. C'est mon erreur. Je voudrais peut-être, pour ne pas être redondant avec ce qui a déjà été dit, avec lequel je suis d'accord, il me semble y avoir dans le projet de loi que nous avons actuellement, le C11, tout ce mécanisme, processus de certification, processus d'autorégulation dont il a été fait mention. Et il me semble que c'est probablement un modèle qui aurait vocation à se répandre de façon sectorielle dans les différents milieux et au niveau des regroupements d'entreprises. Je pense que c'est ce modèle-là qui pourrait devenir la cheville ouvrière de l'application de la loi là, dans le concret, c'est-à-dire des mécanismes sectoriels approuvés ou supervisés par le commissaire et renforcés par des processus de certification. Et là, je pense que ça permet à la fois de répondre aux besoins des entreprises de petite taille, de petite dimension, et aux entreprises beaucoup plus considérables. Et ça me semble être une force qui me paraît moins manifeste dans le projet de loi québécois, le C64, où on ne semble pas avoir accordé autant d'importance à ce qu'on pourrait appeler ce niveau intermédiaire de régulation qui est en grande partie assuré par les entreprises ou par les différentes organisations. Okay, merci. En fait, peut-être un peu pour continuer, je regarde en même temps les questions des personnes et ce qui revient souvent, il y a beaucoup de questions vraiment sur le lien entre le projet de loi 64, C11, le RGPD, la loi californienne et tout. Et peut-être pour continuer sur cette question, quelle serait la prépondérance entre les deux lois? Puis par rapport au décret, il y a certaines questions qui soulèvent les problèmes dans le cas, par exemple, une loi serait plus protectrice de l'autre. Puis quel va être le système de révision des décrets d'équivalence, etc. Est-ce que ça va être comme dans PIPEDA, dans la LPRPDE, en bon français, où on va être pris avec un décret d'équivalence, même si, par exemple, la loi fédérale change, la loi provinciale change. Puis on a eu ce problème notamment avec la protection des lanceurs d'alerte, où au Québec, il n'y avait pas de protection en matière de vie privée parce que ce n'était pas dans la loi provinciale. En fait, si l'une de vous pourrait
commenter sur ce point, ce que vous en pensez de la lecture de séance. Je dois avouer, c'est peut-être la seule partie de séance que je n'ai pas encore regardée en détail, donc je ne peux pas répondre moi-même à la question. En sachant que ce n'est pas une question qui est nouvelle aussi, hein, parce que ça fait longtemps qu'on interroge sur l'interférence, mais c'est une question fondamentale, hein, mais sur l'adéquation entre les deux textes, adéquation qui va être d'autant plus difficile. Puis là, je reviens à des questions très précises qui nous disent, par exemple, sur le système de notification de brèches de sécurité, on dirait qu'ils sont un peu différents dans les deux lois. Donc, on peut reprendre le questionnement de Dorian. Oui, Jennifer? La question est très pertinente. Je ne sais pas. Je pense, d'une part, c'est dicté par la réalité de l'approbation de l'Union européenne. En ce qui concerne les frontières canadiennes qui demeurent toujours, si j'ai bien compris, sous contrôle fédéral, notamment dans ce qui est le transport aérien. Et là, il y a eu récemment une décision qui dit on n'est pas sûr que les renseignements personnels qui arrivent au Canada sont suffisamment protégés parce qu'ils peuvent être transférés ailleurs. C'est le problème du onward transfer. Et la Cour européenne avait fait une désapprobation d'une entente possible entre l'Union européenne et le Canada. Par contre, il y a dans la nouvelle réglementation européenne la possibilité d'approuver comme adéquat séparément les entités dites sous-nationales. Donc, le Québec pourrait être adéquat tout seul. Et il n'y a pas besoin de se demander qu'est-ce qui se passe au fédéral, sauf que le fédéral a compétences dans plusieurs domaines qui touchent l'existence québécoise, notamment les frontières. D'où on voit dans le C11 cette idée que le commissaire fédéral va faire rapport, mais ça, c'est pour les aspects qui touchent le Canada. Le Québec pourrait être adéquat tout seul dans les domaines qui le concernent. Le problème, c'est que plusieurs aspects de son existence sont quand même régis clairement par le droit fédéral. Donc, c'est tout à voir. Il faut peut-être juste se rappeler que quand l'Union européenne a trouvé le Japon adéquat, c'était de façon conditionnelle à ce que le Japon change plusieurs choses et entame un processus de plusieurs années avant que l'adéquation soit octroyée. C'est peut-être le sort du Canada et ses nombreuses provinces. Oui, et je rajouterais qu'effectivement, l'adéquation partielle peut concerner, le côté partiel peut être géographique ou par secteur d'activité. Et la LPR-PDE est déjà une adéquation partielle puisque ça n'est que le secteur privé, alors que le RGPD, et avant la directive, c'est la matière civile et commerciale. Donc déjà, ça n'est qu'un champ comparable finalement entre les deux. Et on s'est posé la question pour la Californie d'ailleurs de l'adéquation. Bon, je pense qu'on en est quand même un peu loin, même si la Californie vient encore de réformer sa loi début novembre. Bon, pour autant, je ne pense pas qu'on atteigne le niveau. Vincent, tu es en mute. Là, ça va être mieux. Il y a plein de questions. On a 21 questions. Il y a certaines, on peut pas les répondre. Souvent, on ne peut pas les... Puis on s'en excuse, puis peut-être qu'on pourra répondre. Alors, ce sera pas aussi bon, mais peut-être qu'on pourra répondre plus spécifique à certaines d'entre elles. Mais je m'autorise une question très personnelle. Très personnelle, puis j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous, mais je me souviens du choc qu'avait été l'avis de la Commission européenne sur le droit français en 2000, sur le droit québécois, en considérant que ce n'était pas clairement dit, mais que ce n'était pas correct, qu'il fallait changer la loi au Québec. Et moi, j'avais vu ça comme un projet très
néocoloniale, en fait, quasiment, là, d'imposer un point de vue européen, et dans la mesure où, peut-être même un peu plus au Canada qu'au Québec, il y a des spécificités dans cette loi. Il y a des spécificités dans l'autorégulation, même s'il y a des procédures de certification aussi dans l'RGPD, mais dans le dialogue un petit peu avec l'entreprise, dans la notion de dommage qui est chère à Héloïse, qu'on ne trouve pas, par exemple, dans l'RGPD, et que je trouve intéressante, qui est très nord-américaine, qui est très Ryan Carlow et d'autres notamment. Donc, il y a plein d'éléments de spécificités qui colorent notre manière de voir la vie privée, avec lequel on doit être en adéquation. Alors, je ne sais pas si vous aviez un avis sur justement cette culture canadienne ou cette culture québécoise qui est peut-être un peu différente, qui devrait colorer encore, sur lequel on ne devrait pas négocier, si je peux dire, en dépit, encore une fois, du fait qu'on veut un avis de l'Europe, parce que nos entreprises, et Louise l'a dit, ont besoin de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur, et puis je m'en excuse, peut-être plus un commentaire qu'une question, mais sur cette spécificité canadienne en matière de vie privée qui je pense, est réelle. Si vous aviez des commentaires là-dessus. Pierre ? Avec le micro, Pierre. Voilà, excusez-moi. Oui, mais je pense que c'est un problème fondamental associé à la planétarisation de la circulation des renseignements personnels. C'est-à-dire qu'il faut se rendre à l'évidence, les notions, la teneur, le sens des droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée, ça n'est pas compris de la même façon sur la planète. Et la conception européenne est une conception parmi d'autres qu'on peut trouver extrêmement intéressante et très respectable, mais elle hiérarchise les droits de manière à donner une supériorité aux droits à la protection des renseignements personnels, ce que l'on ne fait pas nécessairement ailleurs sur la planète. Et donc, je pense que ça, quand on parle d'adéquation, moi, ma compréhension, si on veut que ça marche, l'adéquation, il faut partir du postulat qu'il peut y avoir effectivement des variations. Ma lecture, moi, du projet de loi fédéral actuel, je pense que ça se reflète bien dans ce recours intense aux standards, c'est-à-dire une personne raisonnable trouverait acceptable. En fait, on renvoie, il me semble, à la façon dont on envisage cet équilibre entre la vie privée et les autres valeurs. Et cela il me semble, est très marqué par les différentes cultures nationales. La force du projet de loi fédéral, c'est de reconnaître qu'il peut y avoir effectivement des variations dans la raisonnabilité que l'on reconnaît lors de la collecte de certains renseignements. Et je pense que ce n'est pas un problème, c'est inhérent au caractère culturel des valeurs les plus fondamentales qui sont le soubassement du droit de la protection des renseignements personnels, c'est-à-dire la représentation que l'on se fait de ce qui devrait relever du privé et ce qui devrait relever du public. Et c'est essentiellement une question qui varie, à laquelle on apporte des réponses qui vont nécessairement être contrastées. Et si on veut véritablement avoir une protection minimale des renseignements personnels, ben, il faudrait peut-être faire comme certains le recommandent un peu partout. Il faudrait peut-être, à ce moment-là, se tourner vers un acte international, un texte international qui établirait une sorte de plancher minimal en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. Ça peut-être qu'on est rendu à l'étape où il serait davantage productif de travailler pour l'ensemble des États, en tout cas en commençant au moins par les États développés, à un plancher minimal qui assurerait en quelque sorte une sorte de protection plancher, notamment pour renforcer la confiance qui, à mon avis, n'est pas toujours au rendez-vous
lorsque les entreprises décident de mettre des données dans le cloud, utiliser des clouds situés géographiquement n'importe où sur la planète. Il me semble que il y a un besoin là, de législation internationale pour remédier à ce déficit de confiance qui demeure malgré toutes les vertus que l'on peut trouver à un règlement comme le RGPD ou aux lois canadiennes, ou même les plus avancées comme celles que nous avons ici avec le projet de loi. Parfait. Merci beaucoup. Je vois le temps file et on se rapproche de la fin du temps qui est imparti pour cet événement. Donc, merci vraiment à tous les quatre pour vos précieux commentaires. Et peut-être en guise de conclusion, j'avais une question et qui a aussi été posée par certains participants dans le Q&A. Alors, c'est une loi qui est très ambitieuse, encore une fois historique. J'aime beaucoup le mot que c'est Jennifer, qui est historique, qui a été très critiqué, qui va être très critiqué, ça va prendre du temps et je pense qu'on va tous se retrouver sur la colline parlementaire en virtuel et peut-être, espérons-le, en présentiel prochainement pour discuter, pour défendre certains points et tout, mais on est aussi avec un gouvernement minoritaire. Et donc, à votre avis, est-ce que C11, c'est quelque chose qui va passer peut-être dans une version sûrement modifiée, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va mourir au feuilleton d'une prochaine élection fédérale? C'est quoi votre sens en 30 secondes pour finir sur ça? Encore une fois, même si on n'a pas de boule de cristal. Oui, Jennifer? Non, on répond directement à la question, mais comme la personne qui a passé beaucoup de temps sur la colline parlementaire, le public ne sait peut-être pas que le nouveau Parti démocratique est très, très branché sur les nouvelles technologies, leurs effets, le besoin de réformer les 2 lois fédérales sur la vie privée. Donc, j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé. Héloïse, ton sens peut-être, du côté des organisations et tout, je sais qu'elles ont envie d'un test d'adéquation, mais est-ce que C11, ça va aller? En fait, on n'a pas beaucoup de détails. Hein? On n'a pas de détails même sur la suite, l'étude du projet, comment ça va se passer. Donc, beaucoup d'incertitudes. Mais une chose est certaine, je pense qu'il y aura beaucoup de négociations. Je regarde là, du côté des entités là, qui sont très inquiets de la protection des individus, ça va pas assez loin. Du côté des entreprises, ça manque peut-être de flexibilité où on est inquiet des types de pénalités. Donc, je pense que je pense qu'il ne va rien se passer d'ici. Il va sûrement avoir une étude, une consultation qui va avoir lieu, mais même je regarde là, au niveau du projet de loi québécois, c'est au moins 1 an à partir du moment où on s'entend. Donc, on a le temps peut-être de changer de gouvernement là, avant de voir une entrée en vigueur de C11. Mais bon, j'ai pas de boule de cristal non plus. Non, puis surtout, quand tu parles d'entrée en vigueur, c'est qu'il va y avoir 2 batailles. Il va y avoir bataille de C11 et ensuite il va y avoir la bataille sur chacun des règlements parce que pour presque chaque article, et c'est peut-être l'un des problèmes de C11, pour presque chaque article, tu as un règlement d'application, soit pour les détails, soit pour l'entrée en vigueur. Et pour il nous manque beaucoup de détails. Ouais. Alors, on ne sait même pas sur quel comité ça va être. Ça va sûrement être ETI, mais peut-être un jury. Donc, rapidement, Céline, Pierre, si vous avez... Moi, je connais pas suffisamment la vie politique canadienne pour me prononcer, mais je dirais simplement que le RGPD a mis 4 ans avant d'être adopté. Et il a eu 4000 amendements. Donc, on sait que les enjeux sont extrêmement lourds, extrêmement compliqués, qu'il y a beaucoup de lobbies dans tous les sens. Donc, on peut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Et je suis bien d'accord avec ce qui a été dit sur la culture et sur le respect de chaque pays, de ne pas vouloir faire du copier-coller. En attendant, je conseillerais aux entreprises, et je suis sûre qu'Héloïse le fait tous les jours, d'utiliser des clauses contractuelles type et d'avoir des contrats. Et on peut évidemment faire quand même du commerce avec les Européens, et heureusement. J'ajouterais que dans un monde idéal, ce serait bien que ce soit adopté rapidement. Ça permettrait de dire, ben voilà une étape et voilà, maintenant, travaillons pour la suite, parce qu'à mon sens,
ce projet de loi-là comporte surtout du rattrapage par rapport aux tendances internationales. Et donc, moi, je serais prêt à vivre avec un projet de loi qui est imparfait, mais qui nous permet quand même de franchir un pas significatif. Si vous permettez, il est 13h01, et puis j'ai un cours en plus maintenant, et puis je pense que Florian a un avion à prendre. Et je voulais juste vous remercier, c'était très éclairant, merci beaucoup, on est très fiers du panel qu'on a réussi à réunir ce midi. Donc merci beaucoup, merci Obvia, Guillaume et ton équipe pour avoir organisé. C'est quand même pas mal la numérique. Alors c'est sûr que ça fait des lunchs moins plaisants, mais ce sera pour plus tard. Et vous avez des crédits de lunch, là, prenez-le comme ça. Mais c'est quand même très agréable. Je voyais dans les questions, il y avait des gens qui étaient manifestement en Europe. Et donc, c'est quand même très agréable d'avoir de telles rencontres aussi substantielles qu'on va pouvoir, encore une fois, diffuser dans des très bonnes conditions, là, grâce à vous. Alors, merci infiniment et désolé pour les questions qu'on a un peu maltraitées avec Florian, faute de temps. Et il y avait de très beaux intervenants, on est encore plus de 120. Donc, merci pour toutes et tous là,